Bonjour à tous, bonjour Serge. Bonjour Jérémy. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette masterclass qui va être dédiée au programme Comment réussir sa stratégie de lancement de token. Ça me fait hyper plaisir de t'accueillir parmi nous aujourd'hui et merci beaucoup de nous faire l'honneur de participer à cette masterclass. Bah écoute, c'est un vrai plaisir, Jérémy. Ça a été également un vrai plaisir d'enregistrer ce cours avec toutes les équipes d'Almira. Et puis j'espère que ça va donner le maximum de valeur aux apprenants. Yes, c'est complètement le but. Aujourd'hui, l'idée, c'était de discuter avec toi du programme et aussi de donner des premiers conseils, les premiers principes qui permettent de réussir sa stratégie de lancement de token. Peut-être juste avant de parler de ça et de donner ces principes que tu as appris au cours de ta carrière, de te présenter rapidement et de voir un peu où et comment est-ce que tu as appris toutes ces choses finalement. Très bien. Ok. Alors, donc du coup, Serge Petrov, 26 ans, tout juste. J'ai initialement effectué un master en finance dans lequel en fait je devais vraiment m'orienter vers le monde de la banque. Et puis après un stage au Luxembourg dans une banque privée, j'ai très vite compris que ce n'était pas fait pour moi. Ayant une formation un peu auparavant en crypto avec l'association Cryptosphère, je me suis directement orienté vers ce marché-là qui, en 2020, était en pleine explosion. Et donc, j'ai rejoint DAO Maker en tant que stagiaire initialement, puis en tant que consultant, donc pendant 2 ans et demi à peu près, où là, j'ai effectué plus de 105 incubations et lancements de projets, ce qui m'a permis en fait d'obtenir une vraie expertise dans le lancement et de comprendre les variables qui vont faire en sorte que un token va fonctionner, va obtenir de la liquidité sur le long terme ou au contraire va faillir avec justement certaines variables qui doivent être ajustées ou non. Après ça, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un market maker qui s'appelle G20, basé en Suisse, où maintenant j'effectue toutes les opérations, notamment de l'apport de liquidité sur Decentralized Exchange, aussi appelé DEX. Et donc là aussi, je conseille les clients pour maximiser vraiment le rapport entre ceux qui souhaitent acheter le token et ceux qui souhaitent le vendre et aussi éviter quelques petits accros quand on Désagrément. arrive, voilà, petits désagréments au moment du lancement de token. Ok, donc ton expérience, si je comprends bien, elle vient du fait que tu as accompagné 105 projets différents sur le fait de lancer leur token et tu l'as fait concrètement. C'est des projets qui existent, qui sont publiés, qui ont fait leur lancement. Enfin, cette expérience, elle n'est pas théorique, elle ne te vient pas je sais pas, de lecture sur Internet, ou chose comme ça, quoi. Non, non, c'était vraiment extrêmement concret, si vous voulez. On a reçu des applications, des candidatures via DAOmaker. Donc, on fait un premier écrémage sur lequel on va choisir les protocoles que l'on souhaite incuber. On va investir dedans. Et une fois qu'on est investi, on va se donner à fond, évidemment, puisqu'on a tout intérêt à les voir réussir. Et donc, l'objectif, c'est qu'à terme, sur toute la stratégie du produit, sur toute la stratégie marketing et ensuite sur ce qu'on appelle les token metrics et tokenomics. Donc, les token metrics, ça va être la gestion quantitative de son token, ce qu'on va voir, la circulating supply, la total supply, ce sont des concepts très importants qui devaient être maîtrisés, ainsi que la tokenomics, en fait, qui sont les usages du token, ce qu'on peut faire avec ce token plus largement, et bien faire en sorte que tout ça soit optimisé pour le protocole et qu'ensuite ils réussissent au mieux leur lancement sur Centralized Exchange, SEX ou Decentralized Exchange, DEX. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Je pense que tu as t'as dû voir quantité de choses, des vertes et des pas mûres, comme on dit. Tout à fait, tout à fait. Comme- C'était extrêmement varié. Si tu veux, Jérémy, on a reçu aussi bien en candidature des scams qui sentaient très très loin, qui se voyaient de très très loin, ou on a reçu des triples doctorants spécialisés dans des domaines extrêmement niches, tels que la cryptographie ou la gestion financière, l'ingénierie financière, plus largement. Ok, génial. On parle depuis tout à l'heure de comment réussir sa stratégie de lancement de token. Est-ce qu'on peut revenir brièvement, le but c'est pas de faire un cours magistral, mais brièvement sur qu'est-ce que c'est qu'un token, à quoi ça sert et pourquoi est-ce que les gens utilisent des tokens finalement. Mais peut-être d'abord, Ouais. qu'est-ce que c'est? Ouais, alors bon, j'aime bien différencier deux concepts, alors qu'en fait ça veut enfin, vraiment dire la même chose. J'aime bien parler de jetons et de tokens, parce que pour moi un jeton représente exactement la même chose qu'un token, sauf qu'un token va être présent sur un système décentralisé, donc une blockchain, en gros. Mais il faut revenir à la jeunesse, qui est donc le jeton. Et le jeton, c'est surtout un moyen d'échange qui est reconnu par une entité, un groupe, un État, peu importe. C'est vraiment de se dire que
un token, ça peut être à peu près n'importe quoi qui est reconnu et qui peut être échangé. Donc du coup, si vous voulez, un jeton de casino, bah, ça porte vraiment bien son nom, parce que évidemment, ça va être reconnu par le casino, qui va être échangé au sein même des joueurs du casino, de l'entité, et au moment où vous allez changer ou vous allez sortir, vous allez récupérer de l'argent. De même qu'un ticket de métro, bah, c'est un jeton qui va être reconnu par la RATP ou n'importe quelle entité, collectivité territoriale qui met à disposition des transports publics pour vous et qui va reconnaître ça et qui va dire bah, c'est valide, vous pouvez effectivement utiliser les transports en commun. Quand on parle de token, c'est vraiment cette idée, encore une fois, où ça va être reconnu, mais ça va être reconnu et transcendé par la technologie blockchain. Et cette technologie blockchain, elle va dire que bah, ce jeton, il n'est pas jetable comme pour un transport en commun. Ce jeton-là, il va pouvoir être réutilisé, il va être immuable, il va être évidemment décentralisé et il va être également transparent. Et donc, en fait, ce que vous permet la blockchain, c'est cette possibilité de créer ces jetons-là qui vont être directement représentants de la valeur ou du protocole ou d'une DAO, Decentralized Autonomous Organization, ou de n'importe quelle autre en fait, organisation que vous souhaitez mettre en place et qui va dire, nous, on reconnaît ça comme ayant de la valeur et qui ensuite va vous permettre d'accéder à tout un tas d'autres usages. Il faut vraiment également différencier le principe de coin et de token. Dans ce cours, on va vraiment parler de la capacité sur une blockchain dite EVM compatible, donc Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain par exemple, qui vont vous permettre de créer un token donc qui ne va pas être utilisé pour le paiement de transactions. Ce qu'on appelle les paiements des transactions vont être effectués par des coins d'infrastructure. C'est le cas de Bitcoin en tant que réel coin, c'est le cas de l'Ether qui va être utilisé notamment pour interagir avec des smart contracts, etc., qui ensuite ont un intérêt vraiment pour rémunérer les grands participants du protocole. Vous allez créer un token, et donc là, c'est à vous de définir tous les usages pour plus tard, et qui aussi pourraient être tout à fait déterminés par votre communauté au moment où vous le choisissez. Vous partez vraiment sur une perspective de décentralisation, on va dire, optimale ou maximale. C'est-à-dire qu'avec l'ère des technologies blockchain, ce que ça rend possible pour tout à chacun, c'est finalement la possibilité d'émettre un jeton sur la blockchain de manière ultra sécurisée, puisque à partir du moment où il est sur la blockchain, il bénéficie de tous les bénéfices de sécurité que la technologie blockchain apporte, mais aussi de choisir, moi c'est ça que je trouve incroyable dans la technologie blockchain, de choisir les règles du jeu avec lesquelles on veut jouer. C'est-à-dire le jeton peut faire quelque chose et pas une autre, le jeton sera détenu par un tel et par un autre, le jeton permet de voter sur telle proposition ou pas telle autre. Et en fait, on se réapproprie collectivement notre capacité à collaborer et à choisir les règles avec lesquelles on collabore. Et ça, je trouve que c'est assez incroyable. Et pour moi, ça montre tout l'intérêt finalement d'utiliser des jetons. Évidemment, on peut gagner de l'argent, on va en parler tout à l'heure, mais surtout et de manière fondamentale, je trouve que ça permet aux êtres humains de collaborer entre eux. Et ça, c'est assez incroyable de mon point de vue. À l'autre bout du monde et très rapidement. C'est en fait aussi tout l'intérêt parce que on peut collaborer entre nous, si vous voulez, entre le village. Il y a même des perspectives de monnaie locale en ce moment. Ça reprend beaucoup, que vous soyez dans votre village, dans la Creuse ou en Bretagne. Il y a des intérêts de créer des monnaies locales pour justement créer des dynamiques entre différents commerçants. Mais tout ça, c'est à échelle vraiment infinitésimale, là où vraiment, avec la blockchain, on a une dimension qui est internationale de par sa nature, puisque les nœuds sont basés un peu partout dans le monde, n'importe qui peut mettre en place un nœud, n'importe qui peut commencer ensuite à acheter quelques Ethers ou quelques Bitcoins et ensuite interagir avec les protocoles qui l'intéressent ou pas. Trop bien. Euh, Parlons un peu des principes que tu as appris au cours de ta carrière sur comment réussir un lancement de token. Alors, évidemment, on a fait un programme de 6 semaines ensemble pour rentrer dans le détail de toutes les stratégies, de tout ce qui doit être mis en place. Mais si on devait donner un peu la substantifique moelle, si on devait donner les grandes directions ici dans le temps qu'on a, ce serait quoi pour toi, par exemple, les trois principes un peu fondamentaux Ouais. que tu as pu découvrir avec la pratique. Je dirais que le premier principe fondamental, en fait, c'est de dire que même si on a une volonté de décentralisation, on a toujours des entités centrales qui sont extrêmement importantes pour donner de la crédibilité à un protocole.
Et je pense notamment à Binance, en fait, qui est le premier exchange sur l'ensemble des réseaux, hein. Et en fait, être listé sur Binance en tant que protocole, ça donne tout de suite une crédibilité maximale parce qu'il y a le plus d'utilisateurs, il y a le plus de volume, il y a le plus de liquidité sur cet exchange, en fait. Et donc, le meilleur exemple que je puisse là vous donner, ce sera celui de Alice, My Neighbor Alice, qui est en fait une sorte d'Animal Crossing sur blockchain. Donc, c'est un protocole qui s'est lancé en février 2021 et qui a été lancé au prix de 12 centimes. Vous pouviez l'obtenir à 12 centimes via différents lanceurs en fait qu'on appelle des launchpads. Et ces launchpads vous donnaient accès à des ventes publiques. Vous pouviez récupérer ces tokens-là assez facilement. Et donc, Alice a été listée très rapidement sur Binance via un programme qui s'appelle la Binance Launch Pool. Donc, ce qui permettait en fait aux utilisateurs de mettre en enjeu leur token pour obtenir du Alice. Et ensuite, ce Alice token était tradé sous forme spot, c'est-à-dire là, on s'échange directement des biens et services, c'est ce qu'on appelle le spot en finance, et sous forme de dérivé, c'est-à-dire que vous allez prendre un pari à la hausse ou à la baisse sur ce token. Et Alice a cartonné, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque dès le premier jour, c'est un token qui a fait 2000, non, qu'est-ce que je dis? 2 milliards 800 millions de volume en dollars. Ça paraît pas tellement à l'échelle de la finance traditionnelle. Non, non, mais il faut le dire, parce que la finance traditionnelle gère beaucoup plus que ça, bien évidemment. Mais à notre échelle, encore un petit écosystème comme le monde de la crypto, qui a encore beaucoup de choses à prouver, mais qui a un avenir très prometteur, bah, c'était beaucoup à l'époque, surtout en 2021. On était encore, si vous voulez, ouais, aux prémices, un peu plus que le prémisse du bull run déjà, on était un peu avancé, mais il y avait de l'intérêt de la part d'une vraie communauté, et ça a fait monter le prix du Ali jusqu'à 40 dollars. Donc c'était presque un fois 300. Donc ça, c'était en ATH, et puis ça s'est surtout stabilisé autour de 20 dollars. Maintenant, le Alice trade autour de 2 dollars au moment où on enregistre cette vidéo, ce podcast. Donc ça fait un peu un 15, 16 fois 16 maintenant. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que de se dire que même si on veut tendre vers la décentralisation, on a toujours des organes centralisés qui sont importantes, qui donnent de la crédibilité et qui ne doivent pas être négligés au moment où on souhaite lancer son token. On imagine que pour les fondateurs ou les premiers investisseurs, le fait de passer de 12 centimes à, bon, tu disais jusqu'à 40 dollars, mais même ça a beaucoup joué dans la zone des 20 dollars. C'est Mhm. une plus-value qui est considérable. Et même aujourd'hui où le cours a redescendu un petit peu, on reste sur des bénéfices qui sont colossaux. Et ça, pour toi, c'est lié au fait que finalement, Alius a une approche assez pragmatique et a choisi de ne pas dire non, on fait que des DEX, etc., que des échanges décentralisés. On embrasse aussi le fait que les échanges structurés, les échanges centralisés structurent aussi l'écosystème, quoi. Il y a cet aspect-là, puis il y a vraiment, d'un point de vue strictement des chiffres, du concret, c'est là où on a le plus d'utilisateurs. Et pour un projet qui vend un jeu, parce que c'est ce que c'est Mine et Boradis, c'est vraiment l'Animal Crossing du monde de la blockchain, si vous voulez. Donc, il y a tout intérêt pour eux à faire connaître au plus de monde possible leur innovation et comment mettre en place les mécaniques du token Alice dans leur jeu. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, qui est quand même lié au premier, c'est de dire que finalement, en crypto, il y a des tendances. Et dans ces tendances, euh, il y a vraiment des intérêts à développer au bon endroit au bon moment. Alors c'est ce qu'on va faire également dans ce cours, hein, c'est de décrypter un peu ce qui va vous permettre de lancer votre token au bon moment. C'est de dire que finalement, il y a des narratifs qui vont prendre le pas sur d'autres par rapport à l'image que vous allez donner à votre token ou ce sur quoi vous travaillez vraiment. Donc en ce moment, ce qui marche très bien, au moment où on enregistre ce podcast, c'est l'IA, hein. Tous les tokens en IA marchent très très bien. Mais chez DAO Maker, on avait repéré cette tendance-là qui était liée au monde de la GameFi. Et quand on dit GameFi, hein, c'est tout le monde du play to earn, c'est-à-dire vous jouez,
vous passez un bon moment et également vous êtes rémunéré pour votre attention donnée sur le jeu. C'est ce qu'on appelle la GameFi. Ensuite, plus tard, le Play to Earn, donc payer pour jouer. Et donc là-dedans, on avait eu l'occasion, avec un protocole, de développer en fait toute une offre GameFi pour des joueurs basés en Asie. Et on a lancé en fait un projet qui était initialement incubateur, et ensuite ils ont fait leur propre launchpad qui développait des jeux vraiment qui permettaient cette mécanique-là. Et donc Hmm. le token a été lancé en tant qu'utility token. En fait, n'importe qui l'achetait et ensuite pouvait participer aux ventes publiques de cet incubateur basé au Vietnam, qui ensuite développait les jeux. Le token a extrêmement bien pris parce que c'était la tendance. Ils ont créé cette tendance de GameFi et ils ont su ensuite attirer de nouveaux investisseurs, en particulier des particuliers, des retail, qui souhaitaient avoir justement, le vent en poupe, mais aussi potentiellement à tester ces jeux vidéo et savoir si l'un d'entre eux allait les captiver et ensuite pourquoi pas récupérer un peu d'argent de côté. Donc le token est passé, si je dis pas de bêtises, de 1 dollar au moment de la public sale et il est monté au plus haut à 150, ah non 350, mais ça c'était vraiment au plus haut. Euh, il était surtout aux alentours de 150 dollars la plupart du temps en moyenne. Et là, il est redescendu assez bas, mais ça reste toujours un profit important, ce qui est toujours à 8 dollars, donc ça reste toujours x8 sur ces tokens-là. Et je dirais qu'il y a toujours un intérêt de la part d'une bonne partie de la communauté euh, pour ces solutions-là de GameFi. En revanche, je dirais qu'il n'y a jamais eu aucun jeu qui a vraiment su attirer et diminuer au maximum le taux augmenter au maximum le taux de rétention des joueurs. Donc ça, c'est important, hein. Si vous souhaitez effectuer un lancement de jeu vidéo avec une dynamique de token, c'est très bien, mais concentrez-vous également sur l'aspect produit qui, je pense, est vraiment déterminante pour ensuite garder et ensuite incentiver, récompenser ces joueurs sur le long terme. Ok. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, je dirais que faut jamais négliger la communauté en fait. À partir du moment où vous allez créer un token, vous allez donner du pouvoir aux petits portefeuilles, aux personnes qui souhaitent vraiment qui s'intéressent authentiquement à votre protocole et qui ensuite veulent pour la plupart, en tirer profit et, si possible, également utiliser toutes les mécaniques que vous avez mises en place pour eux. La communauté, c'est quelque chose qui ne peut plus se négliger. C'est pas, si vous voulez, comme un système d'actionnariat où plus vous possédez d'actions, plus vous allez avoir plus de pouvoir, mais si vous avez une action, en fait, vous n'avez pas votre mot à dire sur la gestion de l'entreprise. Dans le cas des tokens, vous avez du pouvoir puisque, en fait, vous allez gérer par votre voix sur les réseaux une image, communiquer une image du protocole. Et ça, c'est extrêmement important parce que sur le long terme, c'est ce qui va permettre ou pas la hausse du token. Donc, il y a plusieurs techniques, si vous voulez, de marketing, mais il faut vraiment se dire que vous faites un token, vous créez une communauté, comment garder cette communauté, comment faire en sorte que son attention soit concentrée sur les bonnes choses. Et Ouais, donc, parce vous qu'on allez mettre dit, en place. on dit souvent effectivement la communauté, la communauté, la communauté. Qu'est-ce que tu as identifié un peu comme technique ou comme outil pour fédérer cette communauté Ouais. de manière concrète ou pratique? La réponse la plus simple à cette question, c'est souvent de dire bah, la gouvernance. La gouvernance, c'est on va donner de l'intérêt aux détenteurs du token. Ils vont pouvoir voter sur des principes fondateurs de l'écosystème. Même si le token n'a pas d'utilité, c'est de dire bah, aussi le token va permettre de déterminer l'utilité du token pour plus tard. Très bien, c'est un bon point, mais c'est un point qui doit en fait s'accorder avec d'autres techniques. Euh, une chose qui est quand même importante, c'est de donner de l'importance à ces détenteurs de tokens. Par exemple, les détenteurs de tokens peuvent accéder à des événements particuliers, à des soirées, peuvent participer également à la gestion de liquidité du protocole, la gestion de la trésorerie, savoir comment seront agencés les fonds générés par le protocole
pour plus tard, ou au contraire, est-ce que ces fonds doivent être directement partagés avec les détenteurs de ce token? Toutes ces questions-là, elles peuvent être également déterminées par la gouvernance. Une chose qui est quand même intéressante de noter, c'est que quand on met en place un token, il y a une réelle volonté, en fait, de s'impliquer et ensuite de faire en sorte que le protocole grandisse au maximum et qu'il y ait cette croissance, on va dire, si possible parabolique, mais au mieux organique, et avoir une vraie approche, une dynamique de groupe qui soit orientée non seulement sur la gouvernance, mais sur les réseaux sociaux, et que tout ça, ça s'harmonise en fait. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, ça va être ce qu'on appelle une Vampire Attack qui a été effectuée par le deuxième DEX, Decentralized Exchange, qui était SushiSwap à l'époque, en 2020, à partir de juin 2020, là où Uniswap, en fait, était déjà très connu, avait complètement renversé les codes et était le premier, mais SushiSwap a effectué ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré le code de Uniswap et ils se sont dit, ben finalement, on va reprendre les mêmes codes et on va l'améliorer. Et ils ont créé leur propre token, ils ont créé un système qui permettait de partager les revenus aux utilisateurs de ce token, et puis ils ont mis en place tout un tas d'autres services dans ce principe sushi japonais, etc. Ça a très très bien marché, et évidemment ça n'a pas du tout plu à l'équipe d'Uniswap qui s'est dit finalement nous aussi on a tout intérêt à mettre en place une gouvernance, à créer une image de marque à travers bah, les détenteurs de ce token, qui sera le token uni. Et à partir de septembre 2020, ils se sont dit, n'importe qui a utilisé le protocole Uniswap pourra faire ce qu'on appelle claim, donc revendiquer ou recevoir les tokens, ce qu'on appelle également un airdrop sur Uniswap, et ensuite les utiliser pour déterminer le futur du protocole. Et alors, ce airdrop, là, c'est quand même intéressant de le noter, ça valait déjà de base très très cher. Vous receviez quelque chose comme 400 ou 500 unis, qui à l'époque valait 1000 dollars en fait. Vous aviez utilisé une ou deux fois Uniswap, vous étiez éligible pour recevoir 1000 dollars. Donc les gens ont vendu, mais ensuite le bull market a continué et Uniswap a continué de grandir, a continué d'avoir du volume, de plus en plus de liquidité, a continué d'innover. Et ce token-là a pris en valeur. Il est monté, je crois, jusqu'à 40 dollars. Et puis maintenant, il se situe plus autour entre 6 et 8 dollars, ce qui reste quand même une très belle somme si vous avez conservé vos tokens unis. Et ces tokens-là permettent ensuite de déterminer comment va s'agencer la gestion de données au sein du protocole, comment va s'agencer la liquidité avec d'autres protocoles DeFi autour, et puis savoir quel nouvel écosystème investir. Donc Mhm. il y a vraiment une volonté d'engager sa communauté sur des questions qui sont déterminantes et faire en sorte qu'à la fin, bah, le token augmente en valeur, puisque c'est vraiment l'objectif final et qu'il y ait une volonté d'échanger entre les utilisateurs. Génial, c'est hyper clair et ce que j'aime beaucoup dans ces enseignements, c'est ils sont ancrés dans le réel, quoi. Ils sont ancrés dans ton expérience concrète. Si je résume ce que tu viens de dire, trois enseignements principaux. Le fait de ne pas négliger les échanges centralisés, notamment Binance, Ouais, ouais. qui sont, Je sais pas si on leur fait de la pub, mais, ne mais ils rémunèrent pas pour sont. cette mention, euh, Voilà, puisque c'est des acteurs qui sont très structurants dans l'écosystème. Ne pas négliger non plus la tendance, les tendances du moment qui permettent, un peu comme un surfeur qui attrape une vague, de exactement. se déplacer sans fournir beaucoup d'efforts, alors que quand il n'y a pas de vague, il faut ramer un peu plus. On Euh, en parle dans le cours, hein, on en parle dans le cours, vraiment, c'est hyper important de le préciser, mais il y a tous ces principes crypto qui seront déchiffrés durant le cours. et la troisième chose, c'est embarquer la communauté. Et là encore, on donne des outils concrets pour le faire de manière extrêmement pratique. OK. Bah, justement, puisqu'on en parle de ce cours, est-ce qu'on pourrait regarder un peu plus en détail le programme du cours et voir un peu semaine par semaine ce qui est prévu dans ce programme? Ouais, tout à fait. Alors, on est sur une base de 6 semaines avec, du coup, 6 chapitres. Euh, et l'objectif, c'est d'avoir une approche extrêmement structurante, mais également pratique dans les faits. Et donc, sur chaque chapitre, vous aurez une partie, on va dire, cours magistral, où vous allez voir ma petite tête qui va se balader sur l'écran et je vais vous parler de concepts
qui vont vous permettre ensuite de vraiment de développer votre token de façon libre et éclairée. Et ensuite, directement la pratique avec les protocoles qui vont vous permettre de développer votre token, de savoir ce qui fonctionnait ou ce qui fonctionnait pas. Bref, il y a vraiment cette approche très directe avec ce qu'on a vu par le passé avec mon expérience du terrain. Donc le premier chapitre, ça va vraiment être à nouveau de définir ce qu'est un token, les bonnes conditions pour le développer, quel écosystème, la situation réglementaire. Ça, c'est vraiment tout ce qui va constituer en fait le chapitre 0 et 1. Dans le chapitre 0 même, on va parler un peu d'histoire du token pour que vous compreniez en fait tout cet aspect, on va dire, de profondeur du jeton qui nous amène ensuite à la révolution, à la transcendance que prend le jeton vers le token sur Ethereum. Sur le chapitre 2, une fois qu'on aura compris en fait tout ce panel qui se dresse à nous, que vous aurez choisi un écosystème, que vous saurez dans quelle juridiction vous allez vous lancer, et puis quel cycle vous allez choisir pour vous lancer, vous allez déterminer l'architecture de votre token, donc ce dont j'ai parlé un peu auparavant dans ce podcast, c'est-à-dire les token metrics et les tokenomics. Et au sein de ce chapitre, on va également parler d'une structure extrêmement importante dans l'écosystème de finances décentralisées qu'on appelle Curve Finance. Curve Finance, c'est je dirais, la structure de liquidité la plus importante derrière Uniswap et qui a vraiment compris ces systèmes de mécanique de token qui va permettre d'orienter la liquidité vers un endroit plutôt qu'un autre. Puisque l'objectif à la fin de ce chapitre, hein, c'est évidemment, vous allez être en capacité de créer un token, mais aussi de créer de la liquidité. Et la liquidité, ça n'est autre qu'une volonté d'échanger votre token. Dans le chapitre 3, on va surtout parler de la possibilité de développer votre token à travers différents outils qu'on va appeler no-code en fait. Ces outils no-code, c'est surtout donc des outils qui vont vous permettre de vous allez payer, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, mais vous permettre sans vraiment apprendre à coder, à sélectionner les variables qui sont vraiment intéressantes pour vous, et ensuite déployer votre token sur la blockchain de votre choix. Ça doit être fait en cohérence avec les chapitres 1 et 2. Donc, vous allez parler d'une blockchain dans le chapitre 1 que vous allez investir, par exemple Avalanche. Et sur Avalanche, vous allez déterminer, par exemple, une total supply de 1 milliard de tokens dans le chapitre 2. Et donc, après le chapitre 2, dans le chapitre 3, vous allez, avec les outils no-code, bien déterminer que vous allez sur Avalanche avec 1 milliard de tokens en total supply. C'est vraiment, encore une fois, extrêmement concret. Donc, une fois que vous avez votre token, dans le chapitre 4, on va parler de déploiement, en fait, sur les DEX et SEX. Et donc, ça, c'est extrêmement important, puisqu'on en a parlé juste auparavant, c'est ce qui va donner une légitimité à votre token et faire en sorte qu'on souhaite l'échanger sur différentes places, qu'elles soient centralisées ou décentralisées. On va apprendre les différentes marques des exchanges et lesquelles vont vous apporter le plus. On a parlé de Binance tout à l'heure, c'est évidemment le Saint Graal quand on liste son token, mais c'est aussi savoir comment gérer au mieux les pools de liquidités qui sont mises en place à travers Uniswap, PancakeSwap et autres DEX voilà, sur des écosystèmes plus larges. Donc ça, c'est sur la partie 4. Sur le chapitre 5, on va surtout parler d'information et de marketing, puisque vous avez en fait développé votre token, vous avez choisi tout ça de façon libre et éclairée, mais maintenant il faut savoir le vendre. Et le vendre, c'est aussi parler au maximum à des gens, à des personnes qui sont vraiment clés, à créer une communauté et à vendre les bonnes informations aux bonnes personnes pour pas que ces gens se sentent floués au moment du listing. Ça, c'est extrêmement important. On va parler des différentes techniques qui vont vraiment répandre la bonne parole, la bonne nouvelle au moment où vous allez développer votre token et le déployer. Et enfin, sur la partie 6, on va parler principalement de tous les outils qui sont à disposition pour distribuer votre token, mais aussi les conserver de façon centralisée et décentralisée. On va parler de ce qu'on appelle des custodies, mais également des multisigs, en fait, et également des façons de distribuer votre token à travers des portails, en fait, où les utilisateurs vont aller claim directement, revendiquer votre token puisqu'ils ont été whitelistés, ils ont été choisis, vous les avez choisis à travers différentes méthodes de lancement, ou au contraire, vous allez envoyer le token par batch
groupe de tokens et faire en sorte que les utilisateurs reçoivent directement leurs tokens dans leur wallet. Et ensuite, en disposent évidemment comme ils le souhaitent, hein. C'est C'est le libre à principe. eux de le vendre, d'utiliser votre protocole. Mais tout ça, en fait, ça suit vraiment, je dirais, un ordre extrêmement logique, pratique, et qui ensuite va vous permettre à la fin de ce cours, normalement, si vous l'avez suivi pas à la lettre, mais si vous l'avez suivi correctement, vous êtes en capacité de développer très rapidement votre token avec les outils, on va dire, les plus à jour et faire attention aux quelques pièges qui sont tendus par certains outils no code, notamment. Trop bien. Donc en fait, si je résume ce programme, il donne toutes les clés, tous les éléments dont quelqu'un qui voudrait lancer son token pourrait avoir besoin pour que ce lancement soit une réussite et pas un bid retentissant. Je peux pas garantir que ce sera pas un bid retentissant, Évidemment. mais il y a vraiment cette volonté de donner toutes les observations de ces 105 lancements de tokens que j'ai effectués avec DAOmaker pour faire en sorte que vous maximisiez ou minimisiez au maximum ce que j'appellerais le drawdown en anglais, c'est-à-dire les effets négatifs sur votre token. Donc, on verra des concepts très importants comme celui de l'inflation qui doit être très, très bien géré, et ensuite les usages que vous allez donner à votre token qui vont en fait mitiger l'inflation de votre token et donc au final faire en sorte que le prix ne dégringole pas trop au moment du lancement. C'est Ok. vraiment l'objectif. Trop bien, hyper clair. Merci beaucoup. Du coup, si les apprenants veulent rejoindre ce programme, si vous regardez cette vidéo, c'est que on recrute actuellement pour la prochaine session. Donc, si vous voulez rejoindre notre prochaine cohorte, n'hésitez pas à le faire. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, Serge, et d'avoir ta vision sur comment on fait pour réussir un lancement de token, qui est un sujet dont beaucoup de monde parle et que beaucoup de monde voudrait apprendre à maîtriser, mais qui est en fait assez dur à appréhender quand on n'a pas été un praticien soi-même de cet enjeu-là. Et merci beaucoup, Jérémy, de me donner l'occasion de partager ce savoir. Et puis j'espère qu'il donnera vraiment des clés de succès pour tous les apprenants qui prendront ce cours. Eh ben, merci infiniment et puis à une prochaine fois.